Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 18e numéro des Affaires de la Cité. Notre invité du mois, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Abdoulaye Diouf Sarr. Au plan politique, il fait partie des personnalités en hausse, comme on dit dans notre jargon. Diouf Sarr, maire APR de Yoff, est l'un des rares responsables du parti présidentiel à avoir résisté à la razzia de la coalition Taxawu Ndakaaru, conduite par le maire de Dakar, Khalifa Sall, lors des élections locales du 29 juin dernier. Mais si nous invitons le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, c'est surtout pour nous parler du tourisme sénégalais. Un secteur très mal en point, selon les professionnels eux-mêmes. Illustration de cette crise, le nombre de touristes stagne à 400 000 par an, là où le Maroc est passé de 4,5 millions à 9 millions de touristes. Pourquoi cette situation fâcheuse? Comment en est-on arrivé là avec un secteur qui est ou qui était la deuxième source de devises après la pêche? Que faut-il faire pour sortir le tourisme la tête hors de l'eau? Le ministre du Tourisme et des Transports aériens répondra aux questions des journalistes ici présents, mais aussi de ce public, sympathique public, qui a bien voulu répondre présent à notre invitation. Pour commencer, le portrait de notre invité pour ouvrir cette émission. Et Abdoulaye Diouf Sarr est peint par Dieynaba Seydouba, image Medoune Diouf. Regardez. C'est ici, à Ngaparou Yoff, que Abdoulaye Diouf Sarr est né, a grandi. Ces ruelles étroites de Yoff sont témoins de ses rires, de ses joies, pleurs et angoisses. Abdoulaye Diouf Sarr, un garçon qui a reçu l'éducation de sa grand-mère maternelle, mais il a toujours été un garçon calme et obéissant. Une enfance comme les autres enfances des enfants qui sont nés à Yoff et qui ont grandi à Yoff. Il a nagé, il a joué au football, il a joué au nawetaan, mais quand il s'agissait de travailler, et c'était vraiment une bête de travail à l'école. Abdoulaye a toujours été minutieux, aussi bien à l'école primaire qu'à l'école secondaire, et même quand il est parti en France, et il a utilisé cette méthode de travail qui consiste à être vraiment toujours concis, toujours précis et toujours minutieux aussi dans ce qu'il fait. C'est pourquoi très souvent je me pose des questions par rapport à son entourage, par rapport à ceux qui travaillent avec lui, comment ils vont suivre son rythme. Déjà très jeune, alors étudiant en France, dans la première lettre qu'il m'a écrite, il me disait ceci: « Maman, je ne cesse jamais de penser à toi et à mes petits frères et sœurs. Par ailleurs, je n'étudie pas pour seulement moi-même, mais pour vous, parce que je suis conscient de ce qui m'attend en tant qu'aîné de la famille. » Le ministre du Tourisme et des Transports aériens est spécialiste en gestion. Après sa formation à Lyon et à Alexandrie, c'est en France, il travaille à la SNHLM, puis ensuite à la mairie de Dakar, à la cellule d'appui aux élus locaux, avant de retourner à la SNHLM. Abdoulaye Diouf Sarr a fait ses débuts politiques à l'Alliance des forces du progrès. La vie politique, Abdoulaye Diouf Sarr est-il capable de l'assumer? En tout cas, beaucoup pensent que non, puisque le ministre du Tourisme et des Transports aériens est un homme véridique. Abdoulaye Diouf Sarr, c'est un modèle pour moi, pour sa génération. Il est d'abord intellectuel, c'est un intellectuel très solide. Il a une expérience, il y a beaucoup d'intellectuels à qui on confie des responsabilités, mais qui n'ont pas l'expérience nécessaire, le sens du devoir et le sens surtout de l'État. Il n'a pas tellement les qualités qu'on voit couramment avec ça. La sérénité. Vous savez, un homme serein, équilibré. Mais c'est important. Pas seulement il a les qualités intellectuelles, mais il est serein. Et on peut très facilement lui faire confiance. Dès qu'on discute avec lui, on est convaincu que c'est véritablement l'homme. Et je pense qu'il aura beaucoup de difficultés pour être maire. Parce que pour moi, la qualité de maire, c'est beaucoup plus important que tout le reste. Je lui souhaite donc de concentrer tout ce qui est nécessaire pour la promotion de notre commune, notre village traditionnel, Yoff, qui a joué dans l'histoire
du Sénégal un rôle très important. Avant l'élection de Macky Sall en 2012, Abdoulaye Diouf Sarr était le secrétaire général de la Chambre de commerce de Kaolack. Après la présidentielle, il est nommé directeur du Centre des œuvres universitaires où il a amélioré le cadre de vie des étudiants. Un homme entreprenant et visionnaire, ce qui fait dire aux notables de Yoff qu'il est l'homme qu'il faut pour leur commune. Depuis sa tendre enfance, c'est dire que depuis tout enfant, il incarnait déjà les valeurs des grandes personnes, c'est-à-dire des responsables, de ceux-là qui véritablement ont un avenir sûr, c'est-à-dire un avenir de chef, c'est-à-dire de guide. Abdoulaye Diouf Sarr, un homme plutôt énigmatique qui entretient un flou total autour de sa famille. Son épouse et ses enfants, difficile de les approcher. Il est plutôt calme et regardant, ce qui explique son regard perçant derrière ses lunettes bien ajustées. Abdoulaye Diouf Sarr, un monsieur qui s'habille plutôt bien et qui porte de belles montres, ce qui fait de lui un bel homme. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Merci d'accepter notre invitation. Un bel homme, certainement, puisque c'est notre portraitiste attitré qui le dit. Un homme énigmatique. Vraiment, vous êtes énigmatique? Je ne sais pas ce que cela veut dire être énigmatique. Je suis donc un Sénégalais porteur de certaines valeurs qui, bien entendu, au-delà de tout, met devant effectivement donc la religion de l'humilité. Si c'est cela est énigmatique, oui, je peux considérer que je le suis parce que j'estime que la religion de l'humilité est une religion extrêmement importante au-delà de toute autre considération. Et vous me permettrez, Mamadou, de vous remercier. Vous remercier très sincèrement et remercier les camarades, les amis, mais aussi les partenaires qui sont dans cette salle parce que vous nous donnez l'opportunité de parler d'un secteur extrêmement important, le tourisme et les transports aériens. Vous savez très bien qu'il y a de cela plus de 15 ans, ce secteur représentait l'une des poutres maîtresses de l'économie sénégalaise. Pendant 10 ans, on l'a abandonné et aujourd'hui, c'est un secteur qui est dans une phase de repositionnement pour devenir véritablement l'axe central du plan Sénégal émergent si cher au président Macky Sall. Un secteur en crise, est-ce que vous êtes d'accord quand on dit que le tourisme sénégalais est en crise? Ce que je viens de dire, je crois, le justifie à éloquence. J'ai dit qu'il y a de cela 15 ans, c'était un secteur, après l'agriculture et la pêche, qui représentait véritablement l'autre côté du triangle d'or du Sénégal, en matière de développement économique et social. On a eu à l'abandonner, parce que tout est question de vision. En un moment, on ne croyait plus que le tourisme était véritablement un secteur essentiel. Depuis 2 ans, dans le cadre du repositionnement de la stratégie politique du Sénégal, on a retenu, dans le cadre du PSE, même bien avant, dans le cadre de notre stratégie électorale déjà, le Yoonu Yokkouté appelait le tourisme comme étant un secteur clé. Dans le document de référence économique actuel, vous savez très bien que le tourisme a été repositionné comme un secteur clé de notre développement économique et social. Donc un secteur en difficulté certes, mais un secteur effectivement sur lequel nous faisons effectivement le pari de l'émergence. Alors, image d'épinal de la crise que vit le secteur touristique, Saly Portudal, que tout le monde connaît, la Mecque du tourisme au Sénégal, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le tourisme s'y meurt, le diagnostic est sévère. Ebola, cherté des taxes aéroportuaires, visa touristique, avancée de la mer avec son corollaire, l'impitoyable érosion côtière, Saly porte mal son nom de station balnéaire. Un reportage qui se passe de commentaires de Boubacar Kambeldian et Medoune Diouf pour les images. Triste sort pour le tourisme à Saly. Des rues et autres artères désertes d'Européens ou presque.
Des hôtels vides, accueil morose, pas l'ombre d'un réceptionniste. Des dizaines et des dizaines de clés de chambre inoccupées dorment tranquillement dans leur cage, attendant désespérément preneurs. Octobre-mai, période de grande affluence. Les restaurants sont affamés, les piscines abandonnées. Près de 3 000 à 4 000 réservations seraient déjà annulées. Pas de nouveaux arrivants, que des revenants. C'est la vieille chanson là-bas. La pire saison touristique que la désormais ex-belle station balnéaire de la petite côte sénégalaise n'ait jamais connue. On ne peut même pas comparer aujourd'hui la situation du tourisme sénégalais à 1993, qui était une des années les plus mauvaises du tourisme sénégalais. On estimait environ à 30-35% d'occupation en 1993. Cette année, on arrivera à peine à 25%. Les nouvelles taxes aéroportuaires et les visas biométriques, entre autres, sont passés par là. Hélas, Ebola est venu achever un secteur qui était plongé depuis dans un coma profond. Dès qu'il y a eu le phénomène d'Ebola au Sénégal, les missions diplomatiques européennes, notamment la France, ont mis le Sénégal sur la liste rouge. Après l'évolution, le guérissement du cas infiltré au Sénégal, le Sénégal est revenu sur la liste jaune, c'est-à-dire à risque. C'est très clair, quand ce n'est pas fiable, on va à l'étranger, on préfère s'abstenir d'y aller parce que c'est pas... Sauf ceux qui connaissent déjà et qui aiment le Sénégal. Et ensuite, aujourd'hui, les taxes aéroportuaires au Sénégal sont considérées comme les plus chères du monde. L'avancée rapide de la mer détruit tout sur son passage, telle une avalanche. Il y a moins de 4 mois, nous marchions au moins à 50 mètres d'ici pour rejoindre le ponton que vous avez de l'autre côté. C'est entouré de pierres et ça, c'est juste qu'une solution provisoire parce que ce n'est pas ça qui va retenir les eaux. Dans 2 mois, quand vous reviendrez, ou dans 2 ou 3 mois, vous trouverez l'eau de l'autre côté, vous trouverez que la mer a avalé tout cela. Chacun se protège comme il peut avec les moyens dont il dispose, histoire de sauver ce qui peut l'être encore. Ça fait 2-3 ans qu'on faisait une séance de lutte ici. Tu vois, là, côté vous voyez ici. Beaucoup d'espace. Mais bien sûr, les gens ils font le foot ici. Avec ça, tu vois, les clients ils ne peuvent pas venir. C'est désolant. Le tourisme, franchement, ça devient mort. Tu vois, les restaurants sont vides. À l'hôtel Teranga, tanière des Lions avant Tamale 2008, 6 ans après, c'est plus de 150 mètres de belles plages englouties par la mer et les beaux filaos du coin submergés par les eaux. Quelques petites lueurs d'espoir tout de même pour les professionnels du tourisme. Une digue de protection sort petit à petit de la mer, mais le projet avance, à pas de caméléon. Saly n'est aujourd'hui station balnéaire que de nom. Plus de plage, donc pas de bain. Des vacanciers étrangers non plus. Coup dur pour la main-d'œuvre locale. Plusieurs pères de famille sont au chômage. Des hôtels en faillite baissent pavillon. Le tourisme à Saly est mort, noyé dans le sable mouvant de la plage. Les professionnels du secteur réclament une autopsie et exigent de la tutelle un certificat de genre de mort. Un ministre averti en vaut 2. Monsieur le ministre, la chute de Campbell. Oui, un ministre averti en vaut 2. Moi, j'allais dire en réalité qu'à notre niveau, plus qu'averti, nous sommes conscients effectivement de l'enjeu. Aujourd'hui, un travail extrêmement important de repositionnement du secteur a démarré depuis 2 ans. Ce diagnostic-là, nous l'avons fait. Nous l'avons fait d'ailleurs avec la famille, effectivement, du tourisme. Aujourd'hui, nous savons qu'au-delà de la problématique d'ouverture de nouveaux sites, il est extrêmement important d'aller sauver déjà l'existant. Ça me paraît essentiel. On ne peut pas effectivement lancer un programme pour ouvrir de nouveaux sites. Dans le PSE, il y a une ambition claire à ce niveau, mais il y a aussi une très forte détermination, une ambition à sauver l'existant. Un plan de sauvetage pour Saly-Portudal. Un plan de sauvetage, tout à fait. Par rapport à l'érosion côtière, un programme avec le ministère de l'Environnement est en cours. Et ce programme-là déjà a installé 2 brise-lames, mais cela n'est pas suffisant. Il faut, sur les programmes à venir, être extrêmement, j'allais dire, engagé de ce point de vue-là pour reprendre les plages. Avec la Banque mondiale, nous avons effectivement ce programme qui va démarrer en phase d'urgence déjà pour corriger les effets collatéraux de Ebola. Mais au-delà,
Le programme Banque mondiale est surtout un programme qui va nous aider à rattraper effectivement le désastre au niveau des plages, parce que le balnéaire ne doit pas être abandonné. Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important. Déjà dans la LFR de 2014, on a donc 1 milliard pour reprendre l'embellissement effectivement des axes principaux de Saly. Cela veut dire simplement que pour nous, il y a urgence, c'est vrai, de diversifier, mais il ne faut surtout pas abandonner l'existant et nous sommes effectivement à ce niveau extrêmement conscients. Oui, on est averti, mais on est surtout très conscient de l'enjeu que le tourisme doit être repositionné comme étant l'une des mamelles de notre économie. La parole au public. Cher Diop, vous allez servir de cobaye. Merci Mamadou. Je voudrais saluer les efforts fournis, qui sont en train d'être fournis par le ministre de tutelle, par le ministre du Tourisme, chaque jour que Dieu fait. Mais je dois dire qu'une nouvelle communication, compte tenu de l'épidémie qui sévit dans la sous-région, s'avère nécessaire. Et dans ce cadre, je pense que la réouverture de l'Agence nationale du tourisme est bienvenue. Je pense également, comme vous l'avez dit, sauver l'existant est essentiel. Et dans ce cadre, je pense que je voudrais demander au ministre qu'est-ce qui est prévu dans le PSE pour la relance des entreprises en difficulté dans le secteur, quand on sait que au niveau de la région de Fatick, à Palmarin précisément, à Saint-Louis, à Ziguinchor et à Saly, il y a beaucoup d'entreprises du tourisme qui meurent pratiquement. Qu'est-ce qui est prévu pour la relance de ces entreprises-là? Qu'est-ce qui est prévu également, Monsieur le ministre, dans votre département, pour résoudre définitivement les difficultés que vivent les travailleurs, les ex-travailleurs de l'hôtel Indépendance? C'est des problèmes qui nous assaillent tous les jours. Mais je voudrais également insister sur un aspect qui me paraît extrêmement important et qui constitue une préoccupation majeure pour les travailleurs du tourisme. Il s'agit du phénomène qu'on appelle dans le jargon l'équivalence. Le temps ne me permet pas de développer, mais ça signifie simplement l'équivalence pour nous, travailleurs, ça signifie simplement 416 heures non payées chaque année pour chaque travailleur. Vous voyez que ça urge d'ouvrir des négociations pour régler ce problème de 416 heures non payées chaque année pour chaque travailleur. C'est inconcevable. Je voudrais terminer par un spectre qui pèse sur les acteurs du secteur à la veille de la francophonie. Lors du dernier sommet de l'OCI, il y a eu beaucoup de réservations et même des hôtels qui ont été consignés et qui n'ont pas été occupés et qui constituent un manque à gagner extrêmement important qui s'est répercuté sur l'emploi et que jusqu'à présent, les acteurs du secteur courent derrière pour que l'État les restitue ce manque à gagner qui était perdu lors du sommet de l'OCI. Nous ne voulons pas cette même situation. Nous voulons non seulement que cette situation soit réglée, mais nous ne voulons pas cette même situation au niveau de l'OCI. Très bien. De la francophonie. Merci. Très bien. Plusieurs sujets à la fois. Oui, MSN. Merci beaucoup. Merci Mamadou. Merci Monsieur le ministre. Je pense que Monsieur le ministre est quelqu'un de très indiqué pour occuper ce poste. Pourquoi? Parce qu'on parle du ministère du Tourisme. Le ministère du Tourisme, Yoff, où il a grandi et est né, par essence, il a vécu le tourisme. Ministère aussi chargé de, comment dirais-je, de l'aviation, transport aérien. Je pense qu'il est né au moment où il naissait, je m'excuse Monsieur le ministre, combien d'avions ont atterri. Donc voilà, Monsieur le ministre, d'abord je le félicite, je le remercie. Parce que c'est quelqu'un qui a pu et qui doit appréhender les mots du tourisme. Je l'ai personnellement rencontré, il est assez ouvert et il est conscient du tourisme, du mal actuellement que le tourisme sénégalais. Je pense que, et j'ai l'habitude de le dire,
que le tourisme ne peut pas descendre plus bas que ce qu'on vit actuellement. Parce que le Sénégal était, dès le départ, favori pour un tourisme. Parce que nous étions quand même, Dakar était pratiquement la capitale de l'Afrique occidentale. Les Français, j'allais dire les colons, c'était ici leur base. Quand vous venez à Dakar, c'était vraiment là que tout se passait. Et donc, après les indépendances, beaucoup de Français sont revenus en pèlerinage. Donc, c'était du tourisme. Les fils de ces personnes-là ont voulu venir voir où avaient vécu leurs parents. Donc, en résumé, par essence, le Sénégal, Dakar, était vraiment sur l'orbite d'un pays de tourisme. Malheureusement, nous n'avons pas pu gérer cela. Nous étions, vous l'avez dit tout à l'heure, au même niveau pratiquement que la Tunisie et le Maroc il y a à peu près 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que, naturellement, c'était un pays de teranga, donc de tourisme. Juste simplement pour dire qu'il faudra énormément de faire. J'étais sur la place de Saly. J'avais un hôtel là-bas qui s'appelle l'Oasis de Saly. J'ai dû partir. J'avais une villa. J'ai dû partir de là-bas parce qu'il y a 13 ans, j'avais vu le mal qui était là. Il y a 13 ans déjà. Aujourd'hui, je ne m'étonne pas que nous soyons là. Vous l'avez dit, monsieur le ministre, et c'est bravo. Parce qu'on a tendance à ouvrir d'autres zones. Or, il faut consolider et réparer le mal qui était là. Donc, c'est pour dire que le tourisme ne va pas bien. C'est avec tous les acteurs que nous croyons au tourisme. Vous le savez, personnellement, j'ai quand même beaucoup investi sur le tourisme d'affaires ici. Donc il y a à faire. Il n'y a pas simplement qu'aux étrangers de venir investir dans le tourisme. Monsieur le ministre, vous le savez, je vous ai parlé des agences de voyage. Les agences de voyage, il y en a près de 300 sur la place de Dakar. Sans compter ceux qui sont dans les coffres, qui vont, parce que toutes les veulent ouvrir une agence de voyage. Mais l'agence de voyage n'est pas viable avec cette TVA, malheureusement qu'on a appelé TVA sur les commissions. C'est une TVA sur une marge. Une marge, c'est l'impôt sur le bénéfice qu'on doit prélever. Mais pas, on l'a malencontreusement appelé marge, commission, or c'était de la TVA. Très bien. Je vous remercie, je m'excuse. Très bien. Un premier tour de table. Déjà, on va donner la parole à monsieur le ministre avant de poursuivre avec le public. Monsieur le ministre, plusieurs questions soulevées par Cheikh Diop et MSN. Commençons d'abord par Cheikh Diop. Je vous remercie. C'est des questions extrêmement intéressantes et importantes, posées effectivement par des acteurs qui connaissent bien le secteur. Relativement à Ebola, effectivement, il faut de la promotion. Et même sans Ebola, je crois quand même que les acteurs du secteur comprennent que le maillon faible de notre tourisme, c'est véritablement le manque d'agressivité au niveau de la promotion. Et M. Sen l'a dit, il y a 13 ans, le Sénégal, effectivement, était un très grand pays de tourisme. Et il a posé une question que je vais d'ailleurs réitérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est extrêmement important qu'on se la pose cette question. Il s'est passé que pendant une période, on a abandonné le tourisme. Je crois que ça aussi, c'est un secret de polichinelle. Nous ne voulons pas verser effectivement dans un débat politicien, mais il faut reconnaître que pendant un moment, il y a un homme qui a dit en fait que je ne crois pas au tourisme. C'est ça qui nous a amenés dans cette situation-là. Mais vous faites allusion au président Abdoulaye Wade. Je ne suis il pas faut le dire clairement. Mamoudou, vous savez, chacun a son style de communication et ses convictions. Moi, dans mon style, je ne suis pas du genre véritablement à verser très souvent dans le débat qui peut ressembler à un débat politicien. Mais nous sommes entre professionnels et ces gens-là qui sont devant moi sont du secteur, ils savent très bien ce que je dis. En un moment, quelqu'un a dit... Est-ce que celui qui avait dit qu'il ne croyait pas au tourisme a tué le tourisme? Je poursuis mon raisonnement. En un moment, quelqu'un a dit « je ne crois pas au tourisme » et on en est arrivé à la situation où quelqu'un d'autre arrive pour réparer effectivement ce qui s'est passé pendant cette période-là, c'est-à-dire ce marasme. Aujourd'hui, d'où la question précise de Cheikh Diop,
qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'il est prévu, il l'a dit, et c'est très précis, un soutien aux entreprises qui ont fermé boutique pratiquement? Je viens à Mamadou. J'étais dans un raisonnement où il fallait déjà fixer le début de la crise. C'est une période de vide où il n'y a eu aucun effort sur le tourisme. Et présentement, il y a une nouvelle vision. Cette nouvelle vision-là parle d'un leadership très affiché au sommet de l'État qui dit que le tourisme doit être une poutre maîtresse de notre stratégie économique. Dans le PSE, déjà pour répondre effectivement à Cher, il y a, dans le cadre de la mise en place de nouveaux sites touristiques, parce qu'il faut diversifier, au-delà de conserver l'existant, il faut diversifier, on a prévu déjà dans le PSE 1100 milliards à investir dans le cadre d'une diversification et de création de nouveaux produits touristiques. Et vous devez savoir que cette ambition-là est une ambition extrêmement sérieuse. Ça n'a rien à voir avec 13 ans où aucun produit touristique n'a été donc, j'allais dire, exploré. Au-delà de cela, aujourd'hui, nous avons déjà dans le nord, sur Saint-Louis, l'AFD qui intervient avec l'État du Sénégal sur 17 milliards pour un programme de développement touristique du nord. Ça me paraît essentiel. Mais aujourd'hui, la question fondamentale qu'il faut se poser, c'est que dans une politique touristique, l'État encadre, l'État met en place un environnement, l'État encourage, l'État appuie les acteurs. Mais ceux qui doivent en réalité faire la rentabilité et l'expansion du développement du tourisme, ce sont les acteurs du secteur privé. Ces acteurs du secteur privé, il ne faut pas effectivement les prendre comme des adversaires. Il faut les prendre véritablement comme des partenaires. Et dans la nouvelle politique, dans le cadre du PSE, ces acteurs du secteur privé, ce sont nos partenaires. Nous devons ensemble nous réunir pour essayer de repositionner le tourisme. C'est dans ce sens-là que présentement, 2 groupes de travail sont en train de fonctionner au niveau du ministère. Le premier groupe est un groupe chargé d'effacer un tout petit peu les effets collatéraux de Ebola. Nous nous sommes dit, il y a une crise, il ne faut pas croiser les bras. Il faut très rapidement essayer d'effacer les effets collatéraux pour que notre tourisme ne sombre pas. Parce que nous étions effectivement sur une pente de redressement. Ce groupe de travail-là est en train de fonctionner et nous avons un appui de 67 millions de francs de la Banque mondiale que nous allons dérouler immédiatement après la francophonie parce que nous avons 10 mesures phares que nous avons retenues avec les partenaires privés pour les dérouler très rapidement. Mais au-delà de cela, pour répondre et rassurer effectivement les privés et notamment Cher, le président Macky Sall, déjà à Saint-Louis lors de sa dernière tournée économique, a envoyé un signal extrêmement fort au secteur en leur disant que très rapidement, il faut des mesures d'urgence. La première mesure d'urgence, c'est revisiter la problématique du visa. Je prolonge le visa pour les TO d'1 an, mais dans le cadre de votre réflexion du second groupe, posez la question et proposez un schéma optimal pour redresser effectivement les choses au niveau du secteur. Mais au-delà du visa, il y a la question de la sûreté. Sur le visa, la demande est précise. C'est une demande d'exemption du visa pour les touristes. Est-ce que vous allez le faire? Mamadou, ce que j'ai dit me paraît extrêmement clair. Dans un premier temps, prolongeons d'1 an la situation actuelle. Mais ne fermons pas la porte. Dans le cadre du groupe de travail qui est composé des acteurs du secteur privé et de l'État, revisiter l'ensemble des questions, y compris le visa. Autrement dit, la question de la sûreté de la destination, la question de la fiscalité dans le secteur, la question du visa. Parce que la question du visa est une question assez composite. Ce n'est pas seulement des données touristiques qu'il faut intégrer dans le raisonnement, il y a bien d'autres données. Mais ce qu'il faut saluer, c'est ce courage politique qui consiste à dire que le secteur est un secteur important. Le secteur est aussi important que beaucoup d'autres secteurs. Il faut absolument le booster, il faut le soutenir. Donc, mettons-nous autour d'une table pour donc prendre les mesures qu'il faut pour redresser le tourisme au bonheur de tout le monde. Je crois que ça me paraît extrêmement fort du point de vue du leadership politique et de l'engagement. L'hôtel Indépendance? Oui, bon, il y a 2 questions importantes. L'hôtel Indépendance et bien entendu la gestion ou la prise en charge des effets indésirables de la francophonie en faisant référence à l'OCI. Nous prenons acte de ces éléments-là, considérer en réalité que dans le cadre de notre département, il y a donc un nouveau paradigme dans les relations que nous avons avec nos partenaires que nous voulons véritablement imprimer. Faire en sorte que toutes les questions soient posées sur la table, mais dans une approche de résolution de problèmes. Ces questions-là, nous avons noté effectivement, nous les regarderons au bonheur du secteur
fondamentalement. Parce que nous sommes conscients que dans ce secteur-là, la rentabilité financière ne doit pas être tabou. Les acteurs qui sont dans le secteur doivent gagner de l'argent. C'est en gagnant de l'argent, effectivement, que le secteur va se développer. Et nous, en tant qu'État, nous devons encadrer pour que ce secteur soit effectivement un secteur qui crée de la valeur ajoutée. Ça aussi, cela nous paraît extrêmement important. Donc, nous sommes ensemble dans la famille du tourisme. Je crois que c'est cette confiance-là qu'il faut rétablir dans le secteur. Alors, dans le sillage, avant de revenir au public, dans le sillage de ce que viennent de dire Cheikh Diop et Mécène, justement, ce reportage qui montre que des milliers de réservations ont été annulées, qu'il y a une dizaine de réceptifs hôteliers fermés en 2014, tout cela nous amène à dire que la destination Sénégal est dans une zone de turbulence et les trous d'air sont nombreux, bien entendu. C'est un reportage de Dissa Prera que nous regardons tout de suite. Le secteur touristique au Sénégal traverse une zone de turbulence. Rien que pour l'année 2014, 2000 réservations sont annulées, 7 hôtels fermés en Casamance, plus de 2000 emplois perdus. Le virus hémorragique à Ebola fait partie des causes, mais il n'est pas le seul responsable. Effectivement impacté de façon très négative le tourisme au Sénégal, y compris le tourisme d'affaires. Les ONG, les grands comme l'UNICEF, les Nations Unies, ont dû arrêter leurs réunions et déprogrammer les réunions à venir à cause d'Ebola. Il y a un matraquage médiatique dans les pays d'Europe aujourd'hui qui fait qu'on fait un amalgame entre l'Afrique, le Sénégal qui n'est pas touché par Ebola et les autres pays. Pour ne citer que 2 cas, au niveau de l'hôtel Terrou-Bi, il y a 200 millions de pertes de manque à gagner. Au niveau de King Fahd Palace, il y a près de 600 millions de manques à gagner. Pour ne citer que ces 2 cas-là, et il y en a bien d'autres. Autre difficulté longtemps décriée par les acteurs du tourisme avant même l'arrivée de Ebola sont entre autres la cherté de la destination Sénégal, la récurrente question des visas d'entrée, l'accueil et les infrastructures. Il y a plusieurs domaines. Il y a la promotion touristique qui n'est pas faite au niveau des tours opérateurs des pays étrangers. Le Sénégal est une destination qui n'est pas vendue comme elle devrait l'être. C'est bien sûr la cherté de la destination par rapport à d'autres pays. Nous sommes plus compétitifs au niveau tarifaire par rapport au Maroc ou d'autres pays. Ensuite, les visas qui ont compliqué de manière très sérieuse l'accessibilité au pays. Après, il y a quelques d'autres sources également qui sont l'accueil à l'aéroport. Aujourd'hui, pour ne pas que le secteur continue de se dégrader, les exploitants hôteliers esquissent des ébauches de solutions. Nous devons tous, la main dans la main, essayer de voir dans quelle mesure nous devons redresser cette communication. Il y a beaucoup de réceptifs hôteliers qui sont fermés. Au niveau de la région de Casamance, de Saint-Louis, de Fatick, pratiquement dans tous les pays. Et même à Mbour, à Saly. Moi, je crois qu'il faut promouvoir déjà le tourisme, alléger de façon très significative les taxes aéroports, supprimer un visa qui me semble totalement inutile et qui crée des freins à destination, et faire des campagnes médiatiques autour d'Ebola en disant que, bon, effectivement, le Sénégal n'est pas touché comme un pays. Deuxième source de devises après la pêche au Sénégal, l'État a décidé de s'attaquer à la promotion à outrance de la destination Sénégal. Objectif, accueillir 1 million de touristes en 2016 et le tripler en 2018. Bien, c'est très ambitieux si vous le voulez, même si le Maroc est déjà presque à 9 millions. Mais quels sont les chiffres aujourd'hui, monsieur le ministre? On est à combien de touristes par an au Sénégal? Je vous remercie pour cette question qui est importante. Parce qu'au niveau des statistiques, je crois qu'on y va de tous les côtés. Il est important donc de préciser. Et à ce niveau d'ailleurs, le département est en train, avec l'OMT et l'ANST, d'installer ce qu'on appelle le compte satellite. Faire en sorte que de manière systématique, à temps réel, qu'on puisse disposer de l'information dans le secteur. Aujourd'hui, on peut considérer, quand on prend simplement les statistiques de l'aéroport, parce que le tourisme aussi, ce n'est pas seulement l'aéroport, c'est des entrées un peu partout, parce que les portes touristiques sont très nombreuses. Mais au niveau de l'aéroport simplement, nous pouvons considérer qu'en termes d'entrées sur 2013, on est à peu près sur
444 000 touristes. Si on agrège l'intégralité effectivement des chiffres, on avoisine 900 000 touristes, un tout petit peu moins d'1 million. Il le disait tout à l'heure, la perspective en 2016 est d'avoir 1 500 000 touristes. En 2018, avoir 2 millions de touristes et en 2023, perspective toujours dans le PSE, avoir 3 millions de touristes. Ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est que nous avons au niveau de la planification un certain nombre de mesures en termes de promotion, en termes d'investissement dans le secteur, mais surtout en termes de facilitation et d'allègement du coût dans le secteur, une perspective qui place le tourisme dans l'horizon de 2023 dans une place de choix. Autrement dit, parce que moi j'aime bien des choses concrètes, autrement dit, vous allez baisser par exemple les prix des billets d'avion. Je reviens à cela. Pour terminer, là où on avait une pente descendante qui s'écrasait complètement, le Sénégal a pu redresser la barre, la stagner et puis maintenant prendre des mesures extrêmement courageuses pour aller vers une croissance. Horizon 2023, nous avons une ambition d'avoir 3 millions de touristes. Mais en quoi faisant? Je crois que c'est là l'intérêt de votre question. En quoi faisant? En nous mettant autour d'une table. Je crois que quand on regarde... Donc, mais il faut agir, il ne faut pas encore s'asseoir. Je vais vous dire, mais pour agir, il faut se mettre autour d'une table. Si le président de la République, déjà à Saint-Louis, a dit sur 2015, prolongeons effectivement la situation actuelle du visa, mais mieux, mettez-vous autour d'une table et dites-moi ce qu'il faut faire en termes de mesures d'urgence pour que la situation aille mieux. Je crois que ça me paraît extrêmement important. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas dans le paradigme où nous seuls, en tant que tutelle ou en tant qu'État, faisons les choses. Nous devons effectivement faire ce travail-là avec les acteurs du secteur. Nous sommes tout à fait disponibles à revisiter la structure des coûts de la destination. Nous sommes tout à fait disponibles à regarder la question, à regarder la question du visa pour voir fondamentalement, au-delà des TO, qu'est-ce qui peut être fait qui tienne compte de manière optimale de l'ensemble des autres exigences, qui ne sont pas seulement des exigences touristiques. Vous voyez donc que la balle est maintenant entre les acteurs du secteur public et privé pour qu'ensemble, nous puissions effectivement redresser la barre et atteindre l'objectif qui est tout à fait prenable, avoir 3 millions de touristes en 2023. Je crois que ça me paraît essentiel. Mamoudou Diallo. Très bien, M. Kane. Je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir associés un peu à cette émission qui nous semble véritablement venir à son heure, puisque comme les deux éléments que vous avez projetés l'ont montré, le secteur touristique agonisant est aujourd'hui véritablement dans une phase extrêmement inquiétante et qui a besoin de thérapies très fortes que nous attendons. Je remercie également M. le ministre qui, c'est vrai, depuis qu'il est arrivé à la tête de ce département, nous associe dans la réflexion. Il est vrai également que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé déjà que le mal, le fruit était déjà, en fait, le verre était déjà dans le fruit. Il y a eu des causes, je dirais, à la limite conjoncturelles, qui se sont ajoutées déjà à la dégradation du produit touristique. Quand on parle de produit, on parle du produit balnéaire, on parle à la limite de... c'est tout un ensemble, les tarifs, etc., etc. Le Sénégal est réputé une destination extrêmement chère. Comme on dit, il ne faut pas tirer sur une ambulance. Vous avez fait le premier élément. M. Kane a fait une photographie très claire de la situation. Mais je crois que depuis lors, la situation a dû s'empirer. En tant qu'acteur du tourisme, je représente d'ailleurs, je devais le dire ici, la Fédération des organisations patronales du tourisme, dont le président est M. Rassinsi, qui s'est excusé parce que je crois qu'il venait d'arriver d'un voyage. Je dois dire que l'élément aurait pu être complet, puisqu'on ne peut pas parler d'un produit touristique, d'une station balnéaire Saly, qui est la locomotive de tout un secteur, et qu'on a observé véritablement se dégrader depuis plus de 15 ans. À l'entrée de Saly, M. Kane, c'est un spectacle indescriptible. Saly, à l'entrée, l'entrée de Saly est devenue une gare routière où il y a des gargotières, il y a des taxis clando, complètement, je dirais, insalubres.
comment peut-on promouvoir une station, y amener des étrangers, alors qu'on est dans un secteur fortement économique et concurrentiel, et puis leur proposer un produit mais qui est complètement en décrochage total avec ce qui se fait au mieux dans le monde. Et dans le monde, je n'irai pas très loin. Aujourd'hui, les deux concurrents qu'on a qui nous font mal, c'est la Gambie et les îles du Cap-Vert. Nous qui sommes dans le secteur de bientôt 30 ans, ces destinations ne signifiaient pas grand-chose. Donc le Maroc, c'est même loin. Absolument, le Maroc est très loin. La question, nous avons eu des réflexions avec monsieur le ministre, qui est arrivé, certes, qui tend la main au secteur privé, ça vraiment, on ne peut pas le nier. Nous sommes dans de la réflexion, dans du partage. Mais la cadence, nous estimons aujourd'hui qu'elle est un peu lente, puisque M. Kane... Ah bon, elle n'est pas accélérée? Non. Nous estimons, nous en tout cas, en tant qu'opérateurs, si vous posez la question aux salariés qui sont dans les hôtels à Saly, M. Kane, Saly qui était quand même le réservoir qui alimentait les petites structures au niveau des régions de Sine Saloum, de Saint-Louis, etc., etc. Je vais vous donner une anecdote. Avant-hier, un de mes chauffeurs m'a dit, M. Diallo, j'ai eu une dame, c'est une de nos Diamou Toucouleur, une serrère de Joal Fadiout, mais qui l'a appelé pour lui dire, mes chers, écoute, ça fait bientôt 2 semaines qu'on ne vous a pas vu, alors qu'est-ce que je fais, moi, du tiret là, que vous veniez m'acheter tout le temps? C'est quand même assez significatif, n'est-ce pas? Pour comprendre un peu ce mal profond qui, au-delà des employés et des acteurs qui ont investi quand même des milliards de francs CFA, et qui aujourd'hui, dans le cadre de leurs prérogatives, qui ne sont pas les prérogatives de l'État, mais ne peuvent pas faire grand-chose. Une question, par exemple, à M. le ministre. Alors, moi, M. Kane, ce que je voudrais simplement dire à M. le ministre, s'il y avait un qualificatif plus urgent que urgent, qu'est-ce que M. le ministre, en termes vraiment d'action concrète, propose de faire pour que les tours opérateurs qui sont en train de quitter le Sénégal pour aller dans chez nos voisins, pour qu'ils puissent au moins revenir? Très bien. Mais ça, je pèse mes mots, c'est des actions concrètes. On est dans de l'économique, on est dans du social. Au-delà des plans et des discours, les gens ont besoin de sentir les actions et de sentir le gouvernement. Merci Diallo. Je dois préciser la présence d'un groupe d'étudiants de l'école de formation Estelle, École supérieure de tourisme, hôtellerie et de langue. Vous pouvez vous applaudir si vous en avez bien envie. Et nous avons également la présence de 2 confrères qui auront à vous questionner tout à l'heure, Monsieur le ministre, Thierno Daf de Walfadjri et Abdoulaye Thiam, rédacteur en chef de Sud Quotidien. On va quitter un peu le nord, la Petite Côte, pour aller en Casamance, par exemple. Youssouf Sissoko vient de Saly, Portugal, où il gère justement un site touristique. Merci beaucoup. Je ne viens pas de Saly, Portugal, de Cap Skirring. Oui, Cap Skirring, Youssouf. Son Excellence. Je suis désolé. Voilà, merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Voilà, donc moi je viens de Cap Skirring, la Casamance, dont monsieur le ministre disait tout à l'heure qu'est-ce qu'il faudrait, il faut qu'on lui donne voilà, des éléments pour avancer. Et je pense que c'est simple, ce qu'on nous tous pensons ici, c'est les taxes qu'on parle, qu'il faut baisser les taxes, diminuer les billets d'avion. Puis voilà, déjà ça c'est quelque chose, et puis le visa tout simplement. Et je pense que si une fois que c'est déjà fait ça peut donner quelque chose. Et comment déjà se présente le tourisme au Cap Skirring? Le Cap Skirring, le tourisme va très très mal. Donc voilà, je veux dire que c'est un secteur où ça ne va pas du tout. Moi je suis venu, j'étais en Suisse depuis 25 ans, et je suis venu au pays, je suis venu m'investir là-bas. Là, je me dis, voilà, le gouvernement, ils ont un problème par rapport à la Casamance, donc il faut des investissements parce qu'il y a tout le monde qui partait, qui ne veulent pas s'investir. Avec l'émergence, je me dis, je viens m'investir là-bas. Effectivement, là, aujourd'hui, je vous dis franchement, je suis à 2 doigts de baisser les bras.
De repartir. De repartir. Parce que je suis venu, j'ai investi quand même plus de 3 milliards dans ce secteur. Ok, c'est un hôtel qui s'appelle le Cisco Centre. Je pense que peut-être il y en a qui... Vous passerez au commercial après. Voilà. Vous payez la note. Ok. Et que, je veux dire, voilà, donc il y a... C'est vraiment... Il n'y a pas d'accompagnement. Très bien. Il n'y a pas d'encouragement, il ne se passe pas grand-chose. Et en ce moment, présentement, il y a des hôtels qui sont en train de fermer. Très bien. Merci, Youssouf Sissoko. Bruno Derneville, je vous donne la parole. Vous êtes peut-être la seule personnalité politique à devoir intervenir dans cette émission. Mamadou. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le ministre, bien sûr. Bon, la question me vient un petit peu de court, mais c'est vrai que je ne suis pas un professionnel du tourisme, mais je suis un acteur économique également. Et comme monsieur, j'ai fait le sens du retour en 1999 pour créer ma société, qui est aujourd'hui une société de référence dans le contrôle technique au Sénégal et dans la sous-région. Mais je m'inquiète également aux questions du tourisme. Vous avez parlé tout à l'heure des 400 000 touristes par an. Je pense que, bon, si on revient à la règle que monsieur le ministre a proposé tout à l'heure d'ajouter les extras qui nous amènent à 900 000 touristes, bon, on va considérer que donc ça fait un moment qu'on traîne dans les 900 000, en tout cas moins d'1 million de touristes. Et je crois que bon, le régime précédent a failli probablement dans le domaine du tourisme, mais je crois qu'on peut dire que depuis le régime de monsieur le président Abdou Diouf, il y a eu de grosses lacunes. Je crois qu'en ce qui concerne le tourisme balnéaire, par exemple, on sait qu'il y a eu une bande verte qui était prévue dans la zone de Saly, qui a été complètement saccagée après le départ de Senghor. C'est entre autres des éléments qui montrent le manque de vision. Le manque de vision qu'il y a dans ce secteur. Le tourisme est la deuxième mamelle du Sénégal. Nous avons, je crois, à peu près 300 milliards de francs CFA qu'on récolte. On pourrait faire plus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des emplois à la clé qui sont très importants. Entre l'hébergement, entre le transport, la restauration, la coiffure, à peu près, l'artisanat. 100 000 emplois. Voilà, hein, donc les fameux 4 C, hein, cuisine, coiffure, couture et chômage. Hein. Donc il faut traiter tout cela. Et comme disait tout à l'heure M. Diallo, quand on est gravement malade, il faut un remède de cheval. Monsieur le ministre a dit tout à l'heure, on est parti sur le Yonu Yokouté qui a proposé un grand programme dans ce sens-là. On veut bien le croire. Aujourd'hui, ce qu'on voudrait, c'est que le gouvernement propose une vision très claire, d'accord, de manière inclusive avec les professionnels du secteur, mais qu'il montre le chemin. On parle de tourisme balnéaire, il y a le tourisme d'affaires, il y a le tourisme de santé qui a développé beaucoup, je crois, la Tunisie. Et aujourd'hui, dans la sous-région, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent des pays limitrophes pour se soigner, etc. Pourquoi ne pas avoir... le tourisme religieux aussi. Le tourisme religieux qui est également extraordinairement important, avec Touba entre autres, mais également Tiwawan, Nyassane et même Kermoussa, qui est petit, mais qui est extraordinairement... et a une grande vitalité, puisqu'il faut savoir qu'à Kermoussa, il y a quelque chose qui est unique au monde, c'est ce qu'on appelle la Kora chromatique, qui est une création unique au monde et qui est connue dans le monde entier jusqu'au Japon. Donc, il faut qu'effectivement l'État prenne en main ce secteur avec une vision qui est très claire. Même s'il y a une démarche participative, ce qu'attendent des personnes comme M. Diallo, c'est qu'on montre un axe très précis sur lequel maintenant les professionnels vont venir s'impliquer. Il y a également les réformes, il y a beaucoup de choses à faire. Mais il y a également la partie infrastructure qui m'intéresse beaucoup aussi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monuments classés qui sont en train de tomber en ruine et ce sont des privés ou bien l'extérieur, l'étranger qui vient nous aider à réhabiliter ces bâtiments. Eh bien, ces bâtiments font partie de notre souveraineté nationale. Nous avions un avantage comparatif par rapport aux autres pays d'Afrique occidentale avant les indépendances qu'on est en train de perdre progressivement. La fameuse cathédrale de Saint-Louis, qui était la première cathédrale de l'Afrique de l'Ouest, voire même plus, qui date de 1800 et quelques, qui est en train de tomber, qui est en train littéralement de tomber. Depuis un moment, on en parle. Il n'y a rien qui a été fait. Il y a le fort, le fameux fort
de Podor, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui pourrait nous aider à développer le tourisme. Il y a le fameux château du Baron Roger, etc. La liste il y a longue. Keitou, etc. Merci, il y a beaucoup Bruno. de choses sur lesquelles il faudrait qu'on ait beaucoup plus, une action beaucoup plus importante, avec une stratégie commerciale, mais vraiment efficace à l'international, accompagnée de tous les professionnels. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, on pourrait relancer la machine. Mais il faut vraiment un remède de cheval. Merci. Merci Bruno D'Erneville. Justement, monsieur le ministre, remède de cheval, il reprend un peu monsieur Diallo qui dit s'il y avait quelque chose qu'on pouvait utiliser pour qualifier la situation, quelque chose de plus fort que urgent, il l'aurait utilisé. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Et puis Youssouf Sissoko de Cap Skirring qui a presque envie de retourner chez lui en Suisse parce que chez lui au Sénégal ça ne marche pas. Et puis Bruno D'Erneville sur la promotion des autres tourismes. Juste pour dire à M. D'Erneville, hein, qui d'ailleurs a fait une analyse tout à fait correcte de la situation, qui peut-être dans son analyse est resté sur des clichés anciens, sans regarder ce que nous sommes en train de faire. Et je crois que cet effort intellectuel-là, il est important de le faire de temps en temps. Tout ce que vous avez énuméré dans la fin, au niveau de votre intervention, est pris en charge de manière remarquable dans le programme de développement du tourisme du Nord, avec 17 milliards que nous avons avec l'AFD, qui, au-delà de la question touristique pure, va même jusqu'à aider les privés à revaloriser leur patrimoine qui, en réalité, ont un impact touristique certain dans Saint-Louis. Ça veut dire que l'ensemble de ces questions-là, ce sont des questions prises en charge dans ce programme. C'est un programme de 17 milliards que nous sommes en train de dérouler. Cela me paraît extrêmement important. Quand je vous dis qu'on va jusqu'à aider des privés qui ont un patrimoine important, qui ont un impact sur le tourisme, cela veut dire que véritablement les autres monuments d'une importance culturelle et touristique ne seront pas délaissés. Tous les monuments seront restaurés. Il est donc important de faire cet effort intellectuel, de ne pas rester sur d'anciens clichés, mais de faire toujours ce croisement entre ce que nous faisons et ce qui est effectivement donc, observé sur le terrain. Autre élément important, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut aller vite. Il faut aller vite parce que il faut réanimer une situation qui était une situation comatique. Nous étions dans le coma, il faut le reconnaître. Et aujourd'hui, nous sommes en phase de réanimation et le secteur est en train de se réveiller. D'où il ne faut absolument pas partir. Nous sommes en train de manière très courageuse, dans le cadre d'une vision, parce qu'il faut une vision portée dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais avec les acteurs du secteur privé, nous avons réfléchi sur la stratégie de développement durable du tourisme. Un document est là. Il n'y avait, sur les 13 dernières années, aucun document qui puisse effectivement baliser la voie du tourisme. Maintenant, on a deux documents phares. Le PSE qui porte la vision. Il y a le document de politique de développement durable du tourisme qui est un document concerté, élaboré avec le secteur privé. Et il y a 3 semaines, nous étions ensemble pour élaborer un plan d'action opérationnel. Ça veut dire que le Sénégal est en train de tracer la voie vers le développement du tourisme. Il ne faut pas partir parce que dans le PSE déjà, je l'ai annoncé, il y a 1100 milliards prévus pour l'aménagement de nouveaux sites. Déjà sur Pointe-Sarène, je ne mets pas de côté les anciens sites qu'il faut soutenir. Sur Pointe-Sarène déjà, on a des promoteurs qui prennent option pour réaliser dans le courant 2016 l'ensemble des investissements. Mais nous disons qu'il est extrêmement important de penser aux autres sites. Le Wolof dit, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. Ça me paraît essentiel pour nous de sauver Saly. On n'a rien compris. Bon, je vais le répéter. Oui. Voilà. Donc, pour Saly, dans déjà la LFR, nous avons positionné 1 milliard pour reprendre effectivement la salubrité de Saly. Vous avez dit, la porte de Saly est clochardisée totalement. Ce qui est inadmissible. On était dans cette logique-là d'une ancienne gestion qui finalement n'était pas regardante sur les questions de l'environnement. Déjà dans le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, il y a le volet cadre de vie qu'on a inséré. Mais ce volet cadre de vie, avec toute la problématique des villes vertes, et le président de la République a dit déjà à Saint-Louis que le projet Ville Verte va prioriser les cités touristiques. Saint-Louis, Cap Skirring, Dakar, les îles du Saloum, etc. C'est un projet de 5 milliards qu'on va dérouler dans le cadre du ministère du cadre de vie en rapport avec le ministère de l'Environnement et le ministère des collectivités locales, parce que le tourisme est transversal, pour que
l'environnement des produits soit regardé. Parce que fondamentalement, ce qui s'est passé avec l'ancienne gestion, on ne raisonnait pas environnement produit touristique parce que le produit touristique n'était pas essentiel. On peut de manière remarquable retenir une chose qui est certaine. Dès 2012, on s'est dit qu'il est inadmissible de considérer que le tourisme n'est pas une priorité. Si les économistes disent que si le bâtiment va, tout va, mais moi je crois que si le tourisme va, c'est que par ailleurs, en amont, tout a été bien calibré. Et c'est dans cette voie-là que nous sommes, dans le cadre effectivement de la politique et de la vision du président Macky Sall. Et je suis persuadé que les acteurs qui aujourd'hui sont là autour de cette table, ou les acteurs qui nous regardent présentement, savent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le secteur. L'agence de promotion touristique, parlons de promotion, parce qu'aujourd'hui, c'est inadmissible que pendant 12 ans que le Sénégal ait quitté les marchés. Ça, c'est inadmissible. On ne voyait le Sénégal nulle part, ni dans le métro parisien, ni dans les agences de voyage à l'international. Cela a cessé. Le Sénégal est maintenant présent et bien présent. Il y a une nouvelle agence qui prend en charge la problématique de la promotion et est en train véritablement de nous repositionner. Que faire pour que les Théo reviennent? Il faut de la confiance dans le secteur. Cette confiance, c'est quoi? Une bonne promotion pour appuyer effectivement le secteur. C'est donner les moyens financiers pour que les investisseurs qui étaient déjà là, en tout cas les agents du secteur privé qui étaient déjà là, puissent avoir un levier financier pour réflexionner, pour réhabiliter effectivement le réceptif. C'est toute la problématique de la mise à niveau. Mais aussi faire en sorte simplement que le Sénégal soit un beau pays. Un beau pays, c'est un pays où il faut beau vivre, c'est un pays discipliné. Toute la problématique du civisme engagé par le chef de l'État dans le cadre du PSE, ça a aussi une dynamique tourisme extrêmement importante. Parce qu'un touriste agressé de partout est un touriste, c'est vrai, qui est là, mais qui ne reviendra pas. Justement, donc fondamentalement, vous pouvez savoir que dans le PSE, nous avons une dynamique globale qui intègre toutes les préoccupations et l'impact direct sera effectivement un impact que le secteur va ressentir. Justement, parlant d'impact, quelles sont les recettes qui ont été générées là par le tourisme? À combien elles s'élèvent? Les recettes du tourisme sont quand même d'un niveau extrêmement important. Aujourd'hui, on est sur quelque chose au plan recettes qui tourne aux environs de 500 milliards dans le tourisme. Donc ça et ça me paraît extrêmement important, bien sûr. Et dans le monde de manière globale, c'est le seul secteur qui est la première industrie du monde. Et aujourd'hui, 30% des recettes d'exploitation, les recettes de services du monde sont polarisées par le tourisme. Il y a une croissance exponentielle dans le monde de manière globale. Mais c'est en Afrique, bien entendu, et particulièrement au Sénégal, que c'est un peu lent. C'est pourquoi nous voulons effectivement mettre tous les leviers qu'il faut pour aller dans la dynamique effectivement du tourisme dans le monde. Très bien. On va regarder un autre sujet, en même temps installer nos confrères Abdoulaye Thiam et Thierno Daf. Ce sujet, c'est qu'on ne peut pas parler du tourisme sans parler du transport aérien. Et qui parle de transport aérien parle de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. En attendant AIBD, un aéroport qui continue d'enregistrer beaucoup d'arrivées et de départs, des voyageurs plus ou moins satisfaits des services à l'aéroport, tout le contraire des usagers venus chercher un proche par exemple. Un sujet de Ibrahima Kamara, Jafaraba. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, parmi les plus convoités de la sous-région, les atterrissages y sont fréquents. Au départ, le hall ne désemplit pas. Idem à l'arrivée. Ces voyageurs apprécient le service aéroportuaire. Aucun problème. Merci, formalité à la problème à la minute. Pour l'instant, pour moi, je n'ai jamais d'abord. Mais ça fait longtemps que vous faites ce voyage? Tout le temps. Je pars, je reviens. Chaque 2 ans, je suis là. Okay. Mais auparavant, vous ne rencontriez pas de difficultés auparavant? Non, jamais. Absolument. Même là, je n'ai absolument rien. Je suis arrivé, j'ai passé, il n'y a pas de souci. Aucune difficulté dans ce sens. Vraiment, nous on a descendu sans problème, pas de problème. Mais vraiment, je suis très content. Oui, vraiment, tout se passe bien. De l'autre côté, des Sénégalais attendent l'arrivée de leurs proches.
Ici, l'accueil fait défaut. On peut dire que ça, c'est pas bon, c'est quelque chose de normal quand même. Parce qu'au moins, il devait y avoir un jardin ici, bon, pour que les gens qui attendent les passagers puissent s'asseoir. Bon. Mais vous-même, vous le constatez, vous voyez le soleil là. Bon, on n'est pas à l'abri quand même du soleil. Bon, on est là, bon, on s'assoit. Les barrières, on dirait qu'il y a ici, ce sont des moutons qui sont là. Excusez-moi du terme. L'information relative au vol est décriée par cette femme qui ne fait qu'attendre sans savoir jusque quand. On n'a pas où on s'assoit. Je suis venue là, j'ai trouvé ici, on est en chantier, il y a du sable partout et du ciment, c'est un peu sale. Je suis obligée de prendre des mouchoirs pour nettoyer, pour m'asseoir. Parce que le vol que j'attends, il est en retard, donc je suis obligée de rester ici quelque temps pour que le vol arrive. L'information manque au niveau de l'aéroport parce qu'on m'avait dit 16h alors qu'il est 16h presque et le vol n'est pas encore venu. Des travaux sont visibles dans certains endroits de l'aéroport. L'organisation du sommet de la francophonie oblige, nous disent des agents de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Monsieur le ministre, ce commentaire de quelqu'un qui nous a fait un peu rire, les gens se plaignent d'être parqués comme des moutons, mais on voit quand même que l'aéroport Léopold Sédar Senghor se présente mieux parce qu'il y a le sommet de la francophonie. Après, on retournera à nos mauvaises habitudes? Non, il ne s'agit pas, bien entendu, de revenir aux mauvaises habitudes. Il ne sera jamais question de cela. Nous allons effectivement développer le service, c'est important. La situation, en tout cas décrite, n'est pas une situation très reluisante. Nous considérons qu'il faut absolument, de manière très importante, gérer l'accueil au niveau de l'aéroport. Il faut être méticuleux jusqu'au dernier client de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il ne faut pas s'inscrire dans une perspective d'IAS en laissant se clochardiser l'aéroport. Ça, je crois que depuis 2 mois, une matrice de suivi et de réflexion de l'ensemble de l'aéroport en termes donc de rigueur sur l'accueil est installée et gérée par le directeur général de l'ANACIM. Je suis intervenu moi-même et je tiens tous les 2 mois une réunion de coordination au niveau de la plateforme pour installer effectivement ce que j'appelle une matrice de qualité. C'est en train d'être managé et j'espère que ça va être très bien suivi parce que nous allons tous les 2 mois venir voir quelles sont en tout cas les variations positives effectuées en termes d'accueil. Donc le garrot est installé, il ne s'agira plus d'aller dans le sens de la non-qualité. Nous allons faire en sorte véritablement l'accueil se passe bien au niveau de l'aéroport parce que ça a un impact touriste direct. Le premier accueil qu'on a avec un pays, c'est l'aéroport. Nous devons être vigilants à ce niveau-là. Alors, on va donner la parole à Mme Ndeye-Lucie Cissé de la Commission Tourisme de l'Assemblée nationale avant d'introduire nos 2 journalistes qui vont également poser leurs questions. Alors, Mme Cissé ou Cissé? Cissé, c'est bien Cissé. Elle n'est pas là? Non. Oui? Qui veut poser une question dans le public? Oui. L'étudiante? Oui, après. Oui, là, après, on vient. Oui. Présentez-vous. C'est Mademoiselle Diop Mamdiara, étudiante en tourisme à Estelle. Donc, monsieur le ministre, du moment où vous êtes conscient des enjeux du tourisme, je pense que la formation aussi en est un élément important. Et c'est une chose de parler du tourisme dans sa généralité, mais c'en est une autre de pouvoir donner main forte aux écoles et aux étudiants. Parce que nous éprouvons d'énormes problèmes pour pouvoir nous insérer. Et dans beaucoup de pays, nous pouvons dire que il y a une certaine spécialisation dans tous les secteurs. Mais ici au Sénégal, disons que les jeunes ont des problèmes pour s'insérer dans le secteur du tourisme. Et durant tout votre discours, vous n'avez pas parlé de l'avenir des jeunes dans ce secteur. En particulier. Autrement dit, de l'emploi. De l'emploi des jeunes. Très bien. Là, en bas. Bonjour, monsieur le ministre. Je vous remercie, Mahmoud Ibra, pour l'invitation que vous nous avez faite. Je m'appelle Djibril Sakho.
Je suis donc du syndicat des personnels des activités aéronautiques du Sénégal, SYMPAS. Et à ce titre, je voudrais quand même interpeller le ministre par rapport donc à 2 questions. Vous savez, nous sommes dans un contexte de transfert de l'aéroport de Dakar vers l'aéroport de Diass. Et la date qui a été retenue, c'est juillet 2015, Inch'Allah. Et nous autres travailleurs des aéroports du Sénégal, nous voudrions savoir quelles sont les dispositions qui sont prises pour que le transfert se fasse dans des conditions idoines et qu'aucun travailleur ne soit laissé en rade. Parce que nous avons des informations très répandues au niveau de l'aéroport que les recrutés de 2006, donc ceux qui sont recrutés jusqu'en 2006, sont les concernés. Et si véritablement cela était la situation réelle, qu'en serait-il pour les centaines de travailleurs qui de 2006 à 2013 ont été recrutés au niveau de l'aéroport? Et si vraiment cette équivoque, monsieur le ministre, nous aimerions que vous la levez pour que quand même les travailleurs, dans le flou dans lequel ils sont, que ce flou-là soit dissipé une bonne fois pour toutes. Maintenant, il y a un autre problème, c'est-à-dire le développement des aéroports régionaux. Parce que vous savez qu'il n'y a pas assez d'activités. Si ce n'est peut-être l'aéroport de Cap Skirring ou de Ziguinchor, les autres aéroports peinent quand même à prendre un envol. Et cela, ce qui a plombé peut-être le tourisme, quelque part, est en train de faire ce jeu au niveau des aéroports régionaux. C'est-à-dire donc les taxes qui quand même ne permettent pas quand même aux Sénégalais de prendre surtout l'avion pour se rendre dans des régions peut-être un peu éloignées de Dakar parce que les taxes sont un peu chères. Et vous voyez quelqu'un qui a son véhicule, qui met peut-être 200 000 francs en carburant, si véritablement le billet d'avion était bien réduit, il peut en une journée se rendre à Kédougou, à Tambacounda, à Saint-Louis et revenir le même jour et régler donc tout le problème pour lequel il s'était. Il y a d'autres questions, mais puisque le temps qui nous est imparti n'est pas très qui, ce sont ces 2 questions que je voulais éplucher et nous attendons des réponses ardues à votre niveau. Merci, Monsieur Sakho. Monsieur le ministre, des questions précises. D'abord, l'emploi des jeunes, l'insertion de ces étudiantes en formation. Très important. Je crois que la question posée par l'étudiante est une très belle question. Le tourisme contribue de manière très importante à la création de richesses. 6% de contribution dans le PIB, c'est quand même important. C'est le secteur qui, en tout cas en termes d'impact emploi, est un secteur phare. Je crois que ça aussi c'est retenu. Mais il est important aussi de noter la fameuse question de l'adéquation entre les formations et l'emploi. Je crois qu'à ce niveau-là, ce sont des acteurs du privé qui emploient dans ce secteur-là et ils n'emploient pas aussi n'importe quoi. Je crois que ça, c'est extrêmement important à retenir. Parce que dans les jours qui viennent, d'ailleurs, j'ai un rendez-vous extrêmement important avec tous les responsables d'établissements hôteliers et touristiques pour qu'on pose sur la table la question même de l'adéquation entre ces formations et les besoins du marché. C'est essentiel. En tout cas, cette étudiante qu'on a entendue est tellement cohérente dans son raisonnement que je suppose qu'elle a suivi une bonne formation. Est-ce que vous avez de l'emploi pour elle? Je poursuis. L'État, par définition, met en place un cadre. L'État, par définition, accompagne un secteur privé. Le secteur privé qui s'y retrouve dans sa rentabilité financière a intérêt à employer. Donc, les employeurs sont là devant moi. Et aujourd'hui, ce que moi je dois faire en tant qu'État, c'est mettre tout le dispositif de formation capable véritablement de matcher leurs besoins aux besoins effectivement, donc, c'est-à-dire aux produits formés qui sont dans le marché. Et je vais donc m'organiser pour que les établissements qui sont dans le secteur forment en adéquation avec les besoins du secteur privé. Nous gérons de manière directe au niveau de l'État l'École nationale de la formation hôtelière et touristique. Et nous sommes en train, dans le cadre d'un projet, de vouloir installer des structures régionaux.
Mais au-delà de cela, il faut que tous les intervenants privés dans le secteur respectent des curricula et respectent les besoins exprimés par le marché. Cela me paraît extrêmement important. Oui, ce secteur-là est destiné à créer beaucoup d'emplois dans le cadre, bien sûr, de ce que nous avons projeté sur le PSE. 1100 milliards à investir dans un secteur, cela veut dire que véritablement, ce secteur-là va être, j'allais dire, utilisé en termes d'emploi par les Sénégalais. L'ambition est une ambition d'investissement. Qui dit investissement dit forcément emploi. Mais je lance un appel à ce niveau-là pour qu'on ne forme pas n'importe quoi. Parce que si on forme n'importe quoi, c'est des touristes qui seront insatisfaits de l'accueil qu'on leur fera dans les réceptifs. Si on forme n'importe quoi, ce sont des réceptionnistes qui ne pourront pas effectivement donc même pas dire merci à quelqu'un qui vient d'arriver. Et l'État a la responsabilité de veiller à la qualité de la formation. D'encadrer tout Sinon, cela. c'est trop facile. Et nous sommes là-dessus. Et de manière très courageuse, nous allons aborder cette question pour que ce secteur privé-là puisse disposer dans le marché d'une très bonne ressource humaine formée pour prendre en charge nos ambitions pour le Alors, l'aéroport Léopold Sédar Senghor, ces travailleurs qui sont inquiets avec l'ouverture prochaine de AIBD. Je crois que cette question-là m'a été posée ce matin déjà. M'a été posée ce matin par d'ailleurs le même intervenant. Lui-même, nous étions dans une réunion et dans le cadre d'un comité de transfert. Je vais lui donner la même réponse, la même réponse que je lui ai donnée ce matin. Le Sénégal a investi énormément dans l'aéroport international Blaise Diagne. Le Sénégal a investi énormément et le Sénégal a corrigé une erreur stratégique monumentale qui était dans le montage financier du projet avant que nous n'arrivions. Autrement dit, si cette correction n'était pas opérée, l'aéroport serait au Sénégal, mais n'appartiendrait pas au Sénégal, de manière résumée. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, l'aéroport est au Sénégal et appartient au Sénégal. Et ce Sénégal-là, qui gère son aéroport, va prendre toutes les dispositions pour que les trois leviers du transfert, c'est-à-dire l'ensemble des opérateurs privés qui gravitent autour de l'aéroport, les travailleurs, mais aussi l'État, dans sa fonction régalienne, y trouvent leur compte. Mais c'est un comité de transfert que j'ai installé ce matin qui regardera toutes ces questions-là. Donc, nous tiendrons compte des intérêts de tout le monde. C'est cette réponse-là que je peux vous donner. Et vous êtes membre de ce comité de transfert. Et je suis persuadé que tout sera fait au bonheur du Sénégal. Vous ne pouvez rien dire à propos de ces travailleurs venus après 2006 et qui ont peur d'être. Mais c'est une information, c'est quelque chose qu'il m'apprend. Vous savez, la gestion de la rumeur est ce qu'elle est. C'est une rumeur. Nous sommes quand même des hommes d'État et nous gérons tenant compte de questions très sérieuses. Et je crois que le comité de transfert va aborder l'ensemble de ces questions. Les dessertes intérieures maintenant, nos aéroports régionaux, mais aussi des lignes intérieures. Important. Important parce que le Sénégal de demain sera un Sénégal désenclavé. Le Sénégal de demain sera un Sénégal qui va effectivement reposer non seulement sur un réseau routier dense, mais aussi sur effectivement un bon réseau aérien. Et à ce niveau-là, je crois que les honorables députés qui nous regardent ont suivi notre intervention au niveau de l'Assemblée avec les 6 projets régionaux qui sont dans le pipe et qui, demain, vont désenclaver le Sénégal. Nous avons, dans le PSE toujours, parce que voilà effectivement une référence extraordinaire qui, en tout cas, positionne le Sénégal de manière remarquable sur certaines questions en matière d'investissement structurant, la question des aéroports régionaux est au centre. Et aujourd'hui, nous avons une étude ficelée sur 6 aéroports régionaux, dont Touba, dont Kédougou, dont Matam, des aéroports, effectivement, que nous allons effectivement mettre. J'allais me plaindre si vous n'aviez pas dit Matam. Nous sommes, en tout cas, dans cette stratégie-là de désenclaver notre pays, de faire en sorte que ce soit un pays extrêmement moderne qui intègre le transport routier, le transport par le rail et le transport aérien. C'est ça une ambition. Une ambition, c'est faire en sorte que véritablement les choses soient cohérentes dans un plan stratégique à long terme. Alors, pour accueillir Abdoulaye Thiam et Thierno Daf, ces images exclusives de l'aéroport Blaise Diagne de Diass, images que nous n'avons pas vues jusqu'ici depuis qu'on parle de cet aéroport en construction. Il est à 80% achevé, c'est ce que nous ont dit les techniciens, un joyau digne des grands aéroports du monde qui a presque fini de sortir de terre. Livraison prévue en juillet 2015 ou 2016. Monsieur le ministre nous dira la bonne date. Visite guidée du chantier de l'AIBD. Dieynaba Seydouba sur les images de Medoune Diouf.
En juillet 2016, l'aéroport international Blaise Diagne sera fonctionnel. 72% des travaux sont effectués. Là, je pense que c'est les responsables de l'entreprise qui a en charge la construction de cet aéroport qui a annoncé ces chiffres. Il dit qu'il est à 78% et les 22% qui restent véritablement, c'est principalement des tâches de finition. Notre chemin critique se situe au niveau des aires de stationnement des avions. Principalement, comme vous avez pu le constater, devant le main terminal, en fait l'aérogare des passagers, pratiquement on n'a plus de problème, tout a été fait. Mais c'est surtout au niveau de l'aérogare des pèlerins où il reste encore beaucoup de travaux à faire sur les aires de stationnement des avions. Pour le moment, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour achever les gros travaux. 6 passerelles télescopiques, une aérogare de 42 000 m² sur 3 niveaux, une piste de 3500 mètres, 44 positions de parking avion, un parking de 700 places voitures, 60 autobus et 60 taxis sont prévus. En plus de cela, à l'aéroport, on prévoit une aérogare fret d'une capacité de 50 000 tonnes par an, une aérogare pèlerin et plus de 60 km de route intérieure. Et pour réaliser cette infrastructure, les autorités ont dû déplacer des populations qu'elles ont recasées. Quand même, il y a eu des manquements. Des manquements, il y en a eu. On ne peut pas se voiler la face. C'est la triste réalité. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile de déplacer des populations pour les recaser ailleurs. Les autorités ne peuvent pas tout faire. Là, on est d'accord, mais il y a le minimum quand même. C'est vrai, nous recevons toujours des indemnités pour avoir été déplacés, mais on a eu une grosse déception concernant la perte de nos récoltes. Les autorités avaient prévu de nous dédommager à hauteur de 756 947 francs par hectare et par an, mais tel n'est pas le cas. On veut vraiment avoir des explications claires sur ce dossier, parce que jusque-là, ce que nous disent les autorités ne nous convainc pas. Explications vraiment il est prévu autour de la plateforme aéroportuaire la réalisation d'établissements hôteliers capables d'abriter de grandes conférences. Des programmes immobiliers seront également réalisés pour créer à terme plus de 6 000 emplois directs et indirects. La parole à mes confrères, Abdoulaye Thiam de Sud Quotidien, Thierno Daf Walfadjri. Abdoulaye, oui. Merci Mahmoud. Oui, allez-y, allez-y. Ouais. Donc, merci d'avoir invité le groupe Sud Communication à cette émission. Je vais tout simplement poser des questions en tant que journaliste parce que je crois qu'il y a un diagnostic sans complaisance qui a été fait. Ouais. Quand vous avez devant vous M. Diop, M. Diallo, M. Sen, nous, en tant que journalistes, on n'a plus rien à dire là-dessus. En revanche, moi, j'aimerais interpeller le ministre sur un certain nombre de points, particulièrement sur les goulots qui étranglent le tourisme sénégalais. À mon avis, le premier, c'est l'instabilité institutionnelle. Macky Sall est arrivé au pouvoir en 2012. À 2 années de service et demi, nous sommes à 3 ministres. Chacun vient avec sa mission. Est-ce que ça ne plombe pas aussi le secteur touristique? La deuxième chose, j'aimerais avoir une vision claire du ministre Diouf Sarr. Qu'est-ce qu'il compte privilégier? Est-ce que c'est le tourisme haut de gamme ou c'est le tourisme de masse? Parce qu'il y a une forte saisonnalité, comme vous l'appelez, dans le secteur touristique, de novembre jusqu'au mois de février. Et pendant toute cette période-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer davantage les touristes sénégalais? Très bien. Il va répondre aux 2 premières questions. Oui. Juste une toute dernière. Oui. Vous avez fait une remarque pertinente par rapport à cette sortie de Maître Abdoulaye Wade qui disait qu'il ne croyait pas au tourisme. Seulement, lui, il a quand même, il faut le rappeler, nous sommes journalistes, fait des assises sur le tourisme avec feu Ousmane Masseck Ndiaye. Il a mis en place l'Agence nationale de la promotion du tourisme. Mais Macky Sall, quand il a pris le pouvoir, comme vous le dites, il était censé donc reprendre toutes ces erreurs-là. La première mesure qu'il a prise et qui a étonné plus d'un,
c'est de supprimer cette agence. Je me souviens encore de ce réquisitoire de Mamadou Racine Sy, je crois que M. Diallo ne me laissera pas mentir, qui aujourd'hui a débouché sur une mise en place de l'agence sénégalaise. Donc on a changé le N par un S. Au-delà de ce changement, la terminologie SN, qu'est-ce qu'on peut s'attendre réellement de cette agence-là? Merci, Abdoulaye Thiam. Monsieur le ministre. Je vous remercie, M. Thiam. Je crois que par rapport à l'instabilité institutionnelle du secteur, je crois que les professionnels du secteur, lors de nos 2 dernières séances, sont revenus là-dessus. Mais je crois quand même qu'un pays qui se respecte met en place un cadre, met en place un dispositif, met en place quelque chose d'impersonnel. Pour que quel que soit fondamentalement celui qui dirige, que la voie soit bien tracée. Je crois quand même que les choses ne doivent pas dépendre du choix d'un individu. C'est dans ce sens-là que l'actuelle gouvernance est en train de positionner le Sénégal. Mettre tout le cadre institutionnel qu'il faut afin que les hommes passent et que les institutions demeurent. Je crois que c'est ça, effectivement, les éléments de réponse pour ce qui me concerne. Par rapport maintenant au tourisme, quel tourisme privilégié? Il ne s'agit pas, à notre sens, quand on gère une politique touristique, il faut gérer un panier de produits. Il faut gérer un panier de produits, gérer l'optimum de manière globale. Aujourd'hui, nous avons dans le PSE 2 axes fondamentalement. Un axe de promotion où on met 1100 milliards dans l'aménagement de nouveaux sites, mais aussi il y a un package de 27 milliards pour le développement effectivement de tout ce qui est écotourisme. Nous n'oublions pas qu'il est extrêmement important d'explorer d'autres pistes. Le Sénégal est d'ailleurs le seul pays de la sous-région, pour ne pas dire de l'Afrique, qui a bénéficié, il y a de cela quelques mois, de l'autorisation de recevoir des touristes chinois. Vous savez très bien que la destination chinoise est une destination extrêmement difficile. N'importe quel pays ne reçoit pas un touriste chinois parce qu'il faut être agréé, il faut être autorisé, il faut avoir un certain nombre, j'allais dire, de leviers sur le terrain pour pouvoir recevoir ce genre de touristes. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial, ces Chinois? Ils sont rigoureux à leur manière dans la gestion de leur politique touristique. C'est pas compliqué d'être rigoureux. Pour recevoir un touriste chinois, il faut déjà que l'État chinois autorise, agrée les pays. Le Sénégal est l'un des rares pays de la sous-région, ou même d'Afrique, à être agréé par l'État chinois pour recevoir des touristes chinois. Ça aussi, c'est un nouveau produit. Nous sommes en train de réfléchir sur la problématique du tourisme local, que nous appelons l'opération Khamsagor. Aujourd'hui, nous pouvions avoir ce que j'appelle un matelas de sécurité avec le tourisme local, en faisant en sorte que les cadres sénégalais se déplacent pour aller à la conquête ou à la connaissance de leur pays. Mais en ce moment-là, Monsieur le ministre, où passez-vous vos vacances? En ce moment-là. C'est important. Est-ce que vous pouvez dire aux Sénégalais, face à la caméra, où est-ce que vous passez vos vacances? Moi, je dis aux Sénégalais, face à la caméra, que je passe mes vacances entre Tongor et Layen. C'est le Lébou qui parle, qui aime la mer, qui peut nager de Dakar à Gorée, qui fondamentalement, si vous le retrouvez dans j'allais dire, dans son yof natal, ressemble plus à un pêcheur qu'un ministre. Fondamentalement, il est important de retenir cela. Mais je ne rejette pas du tout la possibilité pour des cadres de voyager. Il ne faut pas aussi se faire ce complexe. Quand on doit voyager à l'étranger, il faut y aller. Parce que nous sommes dans un monde qui est globalisé, nous sommes dans un village planétaire. Mais on doit aussi donner le bon exemple, vous êtes d'accord? C'est pourquoi nous faisons la synthèse. Très bien. C'est pourquoi, Très bien. tout en demandant aux Sénégalais d'aller à la recherche du monde, d'aller effectivement à la découverte de l'autre, nous disons qu'il faut déjà aussi savoir ce qui se passe chez soi. C'est pourquoi nous avons lancé, et nous allons être extrêmement ambitieux de ce point de vue-là, une opération Khamsagor. Faire en sorte que le tourisme local soit le matelas financier sur lequel vont s'asseoir les promoteurs privés pour que même s'il y a des chocs exogènes, qu'on puisse les amortir par le tourisme local. La troisième question d'Abdoulaye Thiam sur l'agence. Je crois qu'il reste une troisième question l'agence sénégalaise importante que le président Macky Sall avait supprimée. Mais c'est un jeu de correction. Nous avons énormément corrigé quand on est arrivé. Et je renvoie effectivement M. Thiam au rapport de la Cour des comptes sur cette agence-là. Aujourd'hui,
nous avons une agence sénégalaise de promotion touristique qui a une mission de promouvoir le tourisme sénégalais, mais avec un objectif très clair en termes donc de résultats, obligation de résultats. D'ailleurs, je crois qu'un contrat de performance sera signé avec cette agence pour que ce ne soit pas un grand machin de fonctionnaires qui, en réalité, est plus budgétivore que, j'allais dire, apportant du résultat au secteur. Et les acteurs du secteur privé qui sont là avec nous savent que dans le management même de l'agence, ils occupent effectivement une place de choix parce que c'est le secteur privé qui gère la présidence de conseil de cette agence-là. Donc, c'est une correction, encore une fois. On a énormément corrigé pour que le résultat soit effectivement l'indicateur que nous visons. Vous avez ramené l'agence sous une autre appellation. Non, non, pas du tout. Vous avez enlevé le national pour mettre sénégalais. Mamoudou, je vous invite vous aussi à lire le rapport de la Cour des comptes. Je ne suis pas du genre à entrer dans un débat politicien. Mais Abdoulaye sait très bien que cette agence-là n'était pas véritablement là pour promouvoir le tourisme. Cette agence était une agence budgétivore. Nous avons maintenant mis en place un dispositif qui doit être agressif sur les marchés pour positionner notre tourisme. Tchernodaf de Walfadjri. Voilà, merci. Bonsoir Mamoudou, bonsoir Monsieur le ministre et je dirais également bonsoir à un grand frère que je retrouve avec plaisir, M. Amady Dieng. Et bonsoir à toute l'assistance. Ce que je voudrais dire à Monsieur le ministre, tout à l'heure Ablaye a parlé d'instabilité au niveau du ministère. Je crois que c'est le 13e ministre entre 2000 et aujourd'hui. Ouais. Donc pour parler vraiment d'instabilité, je crois que pour l'instant on ne peut pas faire mieux. Ce que je voudrais dire, Monsieur le ministre, vous comptez sur les privés, donc les hôteliers de Mbour, pour une concertation certainement pour développer le secteur. Mais comment cela serait-il possible aujourd'hui quand on sait que pratiquement le courant ne passe pas entre vous et ces hôteliers-là? Dernièrement, vous étiez, si je ne me trompe, à la Somone pour l'ouverture d'une salle polyvalente dans un hôtel. Les hôteliers que vous aviez conviés disent n'être pas venus à votre rencontre parce que tout simplement, il y aurait de petites bisbilles entre vous. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ne font plus de vous leur interlocuteur, qu'ils veulent parler directement au président de la République. Dans un tel cadre, sur de telles bases, justement, comment comptez-vous, en tout cas, renouer le dialogue avec ces hôteliers-là, certainement, pour faire avancer les choses? La deuxième question, aujourd'hui, moi je viens de Mbour tout à l'heure, je me suis promené dans l'un des hôtels... Vous êtes correspondant de Walfadjri, vous connaissez bien la zone. À l'heure actuelle, un hôtel que je connais était à 75% de taux de remplissage. Jusqu'à hier, il n'était même pas à 5% de remplissage. Parce que moi, j'ai fait au moins 2 heures dans l'hôtel. Il n'y avait pas de touristes ni à l'hôtel, ni à la piscine, ni sur la plage, parce qu'il n'y en avait pas, mais également ni dans les salles de gym. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la plus belle chose qui pourrait arriver à Mboura aujourd'hui, c'est de rencontrer un Européen. Ça, c'est la plus belle chose qui pourrait arriver à Mboura. Mais ça n'existe pas. Alors qu'il n'y a rien de plus. Non, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas d'Européen. C'est-à-dire que moi, alors, est-ce que cela veut dire, avant de laisser à Monsieur le ministre répondre, c'est important, ça veut dire que ces chiffres avancés de 400 000 touristes, vous en doutez? Moi, personnellement, je ne veux pas mettre en doute la parole du ministre. Moi, je ne suis pas là pour ça. Mais c'est des chiffres qui me laissent un peu, quand même, sceptique. Très bien. Sceptique. C'est des chiffres qui me laissent sceptique. Je ne dirais pas que c'est des chiffres qui n'existent pas. Mais je voudrais également revenir sur la question de la digue de protection qui est en train d'être érigée et qui devrait partir des résidences du port pour aller jusqu'au ponton de l'Espadon, c'est-à-dire sur une distance de 1,5 km. Mais ce qu'on remarque, c'est que depuis 2 ans, en tout cas depuis son début, cette digue-là n'a même pas fait encore peut-être 500 bons mètres ou 600 bons mètres. Ou pourquoi ce retard-là? Et puis deuxièmement, les travaux arrêtent. La dernière fois, lorsque le président Macky Sall est arrivé l'année dernière à Saly, on a ramené tous les tracteurs du Sénégal sur cette digue-là. Ils sont repartis à 17 h avec le président de la République. L'autre jour, sur le conseil interministériel à Thiès, on a ramené tous ces tracteurs-là encore. Ils sont repartis à 17 h à la fin du conseil interministériel. Très bien. Donc, alors, moi, je voudrais... Alors que, avant la dernière question, Mamoudou, sur l'érosion côtière, on nous parle de digues, de protection et tout. Pourtant, il y avait d'autres voies et moyens possibles pour
enlever cette érosion côtière-là, parce que c'est vrai que c'est un phénomène naturel, mais il y a la main de l'homme également. Parce que là où le passé, ce sont ces couloirs-là qu'on a fermés aujourd'hui par des décisions maintenant qui sont supérieures, ça qui ne sont faut enlever ces couloirs. Si on les enlève, on réserve en tout cas à moitié, en tout pour l'instant. Monsieur le ministre, très rapidement, parce qu'on est presque au terme de cette émission. Mais beaucoup de choses. Les bisbilles d'abord, supposées. Il me l'apprend. Ouais. Il me l'apprend et je suis d'ailleurs étonné de l'apprendre parce que les partenaires effectivement dont il parle, j'étais déjà en communication avec ce matin et vendredi déjà on est autour d'une table pour discuter de questions importantes. Les deux rencontres que j'ai présidées dans la zone de Mbour étaient deux rencontres qui étaient spécifiques. Une première qui en réalité était pour moi l'opportunité d'inaugurer donc un complexe qui était réfectionné. Une deuxième rencontre qui était presque intramuros entre les agents effectivement de mon département dans le cadre d'un atelier pour élaborer un programme de travail. Mais la concertation que nous avons avec les acteurs du tourisme sont une concertation véritablement saine. Les relations sont extrêmement de très bonnes relations. Je ne peux pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura jamais de problème entre nous et les acteurs privés du secteur. Nous sommes ensemble dans un secteur et c'est dans les contradictions que nous allons effectivement rechercher la solution. Ça, j'en suis conscient. Demain, ce sera peut-être nous-mêmes et Cheikh, ou nous-mêmes et Racine. Mais dans tous les cas de figure, c'est parce qu'il y aura des contradictions que nous allons avancer. Donc, ce que vous dites là, vous me l'apprenez, mais dans tout état de cause, vendredi, nous allons effectivement nous rencontrer avec ces acteurs de Mbour pour faire en sorte que les difficultés qu'il y a à Saly, c'est un secret de polichinelle, nous le savons, soient effectivement de manière tout à fait objective posées sur la table pour trouver des solutions. Donc l'autre aspect, c'est la question de l'érosion côtière. Nous savons aujourd'hui que c'est une question centrale. Si je vous dis que le projet le plus important que nous avons aujourd'hui avec la Banque mondiale consiste à réparer, si j'ose m'exprimer ainsi, réparer nos plages. Donc vous devez savoir que dans le cadre de notre stratégie, il est extrêmement important qu'on revienne à la sécurisation du produit balnéaire. Même s'il faut diversifier par ailleurs, le balnéaire doit être abandonné. C'est pourquoi nous mettrons tout ce qu'il faut pour sécuriser nos plages. Nous ne sommes pas, nous, dans ce jeu politicien. Ce n'est pas notre style. Vous l'avez d'ailleurs remarqué. Nous ne faisons pas du tape à l'œil. Ce n'est pas notre style. Aussi bien dans le tourisme qu'ailleurs. Ah si, il y a quand même ces tracteurs-là, c'est du tape à l'œil. C'est lui qui le dit. C'est lui qui le dit. Je réponds à cela pour lui dire que ce n'est pas notre style du tout. Ce n'est pas notre style, ce n'est pas la griffe Macky Sall, si j'ose m'exprimer ainsi. Lui, il est dans du concret, il est dans du sobre et il est dans du réaliste. Donc, si vous l'avez constaté, c'est peut-être que c'était déjà un cliché chez vous et que vous vous disiez que ça fonctionnait avant comme ça, ça fonctionne toujours comme ça. Mais ce n'est pas notre propos. Vous voulez répliquer très rapidement? Oui. C'est particulièrement qu'est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à l'agence que je trouve extrêmement importante, cette agence sénégalaise de promotion du tourisme. Parce que cette année-ci, à 2 reprises, je suis parti à Marrakech et tout le monde sait que juste pour la promotion touristique, les Marocains, ils mettent 20 milliards. Nous, je crois que nous sommes à 1, voire 4 milliards. 4 milliards. Je crois qu'on était à 1 milliard et on est passé à 4. Donc même ce sont des chiffres qui restent à vérifier. Comment peut-on, avec une telle somme, vendre la destination du Sénégal? Alors que la Gambie nous menace, le Cap-Vert nous menace. Oui, je crois qu'il faut être ambitieux, nous l'avons dit. Le budget du ministère du Tourisme était sur l'exercice 2014 déjà à environ 12 milliards. Cette année, nous sommes à 21 milliards, une progression de 75%. Ça montre de manière très courageuse quelle est l'ambition que nous avons pour ce secteur. Autre élément, il l'a dit, on était à 1 milliard. Nous sommes passés effectivement aujourd'hui à 4 milliards. Je crois que c'est en termes de pourcentage combien? 300% ou même plus. Cela veut dire simplement que nous sommes dans une perspective de repositionner notre tourisme. Je crois que c'est là où il faut voir. Il ne faut pas voir les choses en termes de valeur absolue, il faut voir les choses en termes de trajectoire. Avant même le milliard, il n'y avait rien avant. Il y avait une structure budgétivore qui ne faisait pas le travail de promotion sur le terrain. Et comment arriver à une bonne promotion, monsieur le ministre? Ça complète parce que vous êtes en train de dire, quand vous avez un pavillon
national, c'est quand même notre porte-drapeau dans le domaine aérien, Sénégal Airlines, avec ses difficultés actuelles. Oui, en fait, vous changez de registre. Oui, non, ça fait pas de la promotion aussi. Je reviens. Oui. Vous changez de registre. Je veux déjà terminer par rapport à mon raisonnement sur la promotion touristique. Donc, vous voyez que cet agent-là, on est en train de lui doter de moyens. Mais on est en train aussi de lui demander d'être flexible dans son management, de s'approcher plus à un management de résultats qu'autre chose. Faire en sorte que le Sénégal soit dans tous les marchés et être agressif pour apporter de nouveaux marchés. Par rapport à Sénégal Airlines, là aussi, je suis très gêné pour à chaque fois de convoquer l'histoire. Mais pour les besoins des Sénégalais, il le faut. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Sénégal Airlines a été extrêmement mal monté depuis Air Sénégal International. Et aujourd'hui, vous savez très bien ce que nous vivons est dû à un mauvais montage, une mauvaise collaboration, un mauvais schéma avec l'ancien partenaire qui était là. Cela fait 2 ans et demi que vous le dites. 2 ans et demi que vous le dites. 2 ans et demi que nous le disons, mais aujourd'hui, les agents de Sénégal Airlines, les Sénégalais qui nous regardent, peuvent effectivement retenir qu'il y a un plan extrêmement sérieux que nous mettrons adossé au schéma actuel d'investissement sur l'infrastructure aéroportière pour que le Sénégal puisse avoir une infrastructure aéroportière digne de ce nom, mais aussi avoir à côté un pavillon national extrêmement bien maîtrisé. Et ce plan-là va voir le jour très rapidement. Je vais prendre 3 minutes pour finir cette émission, Monsieur le ministre. Celui qui avait dit que le tourisme n'était pas sa préoccupation, celui qui a peut-être mal monté Sénégal Airlines, avant cela Air Sénégal, c'est celui-là même, nous avons vu les images, qui a lancé les travaux de l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Qu'est-ce que vous en dites? AIBD va porter le nom d'Abdoulaye Wade finalement? Vous me posez une question qui n'est pas de mon ressort. Je ne peux pas vous répondre de ce point de vue-là. Il a du mérite sur AIBD. Mais il n'a pas fait que de mauvaises choses. Il a eu, dans le cadre effectivement de sa gestion, fait certainement de très bonnes choses. Et ça aussi, il faut le reconnaître. Et le président Macky Sall l'a toujours reconnu. Mais il a fait aussi énormément de choses qui, malheureusement, ont fait dévier le Sénégal. Et aujourd'hui, on est dans une formidable voie de correction pour positionner le Sénégal sur l'orbite de l'émergence. C'est ça qu'il faut retenir. Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que AIBD ouvert, c'est Léopold Sédar Senghor qui est fermé. C'est des questions stratégiques qui sont aujourd'hui à discuter. C'est des questions stratégiques qui sont à discuter. Aujourd'hui, nous avons un comité de transfert qui est en train de travailler sur la question. Il y a une réflexion stratégique qui est en cours et la décision sera prise en considérant véritablement l'optimum en termes donc d'efficacité pour le pays. Ce serait dommage de fermer Léopold Sédar Senghor. Vous pensez pas? C'est un point de vue. Je me demande, est-ce que votre position n'est pas seulement une position sentimentale? Non. Je crois que vous n'avez pas à votre niveau. Vous n'avez pas à votre niveau. Pourquoi fermer un aéroport qu'on est en train même de réfectionner? Mais attendez, Mamoudou. Moi, je suis un scientifique. Hein. Quand je vous dis que je suis un scientifique, je vous dis que quand vous dites cela de manière péremptoire sur un plateau, vous êtes en train d'agir de manière sentimentale. Il faut laisser aux experts le soin d'évaluer, d'apprécier et donner aux Sénégalais la position optimale. On verra. Et le premier avion va décoller ou atterrir de l'AIBD quand? En juillet 2015. Et à ce niveau-là, je crois quand même que le directeur général de l'AIBD est là. La dernière visite que nous avons opérée sur le chantier était une visite pour surveiller les délais. Et jusqu'en juillet 2015, de manière systématique tous les mois, nous allons avec SBJ, qui a parlé au Sénégal et au monde, pour vérifier que ce délai-là soit bien respecté. Donc, rendez-vous juillet 2016. Abdoulaye Diouf Sarr, personnalité politique montante, c'est ce que certains observateurs disent. Maire de Yoff, pour le compte de l'APR, vous êtes un des rares à échapper à la bourrasque Khalifa Sall lors des élections locales. On parle de vous comme étant presque le potentiel patron de l'Alliance pour la République à Dakar. Vous êtes bien dans ce costume? Je suis bien dans le costume du serviteur de la cause du président de la République. Pour moi, j'accompagne un homme qui a une vision formidable. J'accompagne un homme qui a changé le paradigme de la politique au Sénégal,
quelqu'un qui est en train véritablement de nous démontrer qu'au-delà de la phraséologie, il y a l'action. C'est ça, effectivement, mon ambition. Je n'ai pas d'autres ambitions. Ah oui? Ouais. Et les gens de Yoff qui vous entendent, vous êtes leur maire. Mais c'est dans ce cadre-là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour... Tout cela est intégré dans cela. Parce qu'aujourd'hui, vous ignorez que l'acte 3 de la décentralisation, qui positionne le Sénégal en termes de pôle économique extrêmement cohérent, qui renforce les collectivités locales, qui a fait que Yoff sorte de sa stature de commune d'arrondissement pour devenir une commune de plein exercice, capable de se prendre en charge sur beaucoup de choses, c'est le président Macky Sall. Donc c'est tout à fait cohérent. Êtes-vous candidat pour la présidence de l'Association des maires du Sénégal? Ce n'est pas un débat. Je surprends effectivement ce débat très souvent dans la presse ces derniers temps. Il faut retenir que même si notre parti n'est pas encore structuré, ça reste un parti organisé. Et de ce point de vue-là, ces choses-là se discutent dans les frontières de notre parti. Merci, Monsieur le ministre du Tourisme et des Transports aériens. Abdoulaye Diouf Sarr, merci à mes confrères Abdoulaye Thiam et Thierno Daf. Merci à ce cher public d'être venu assister à cette émission. Rendez-vous dans un mois. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.